Comment retranscrire la vie d'une autre sous forme de bande dessinée ? Comment recueillir les confidences d'une personnalité hors du commun pour les transformer en récits sans trahir sa parole ? En quoi raconter le parcours d'une autre peut-il modifier notre point de vue et impacter notre existence ? Dans ce podcast, on vous propose de partir à la rencontre de scénaristes de bande dessinée qui se sont confrontés à toutes ces interrogations. Je suis Camille Bichler et vous écoutez Mémoire en case. Pour cet épisode, nous avons interviewé la journaliste, autrice et scénariste de bande dessinée Isabelle Colomba. Isabelle a débuté sa carrière comme journaliste radio. Elle a travaillé pour RTL, mais aussi pour divers journaux comme Libération, L'Humanité et le magazine Elle. Cela fait 20 ans qu'Isabelle Colomba travaille comme journaliste et autrice freelance. Ces dernières années, son travail s'est orienté vers la littérature jeunesse et la bande dessinée. Dans son travail d'autrice et de scénariste, Isabelle Colomba a gardé son tempérament de journaliste, qui aime enquêter, fouiller et explorer des sujets méconnus du grand public. Et c'est ce qu'elle a fait pour sa BD Les Combattantes. Cette BD a paru aux éditions Actes Sud en 2022. Les dessins sont signés Sophie Bouxaume. Les Combattantes revient sur l'histoire du rugby féminin. C'est grâce à cette BD que j'ai appris que le rugby était interdit pour les femmes en 1972. À ce moment-là, ce sport est donc pratiqué clandestinement par les femmes, avant d'être à nouveau autorisé dans les années 80. Isabelle Colomba raconte la lutte de plusieurs générations de femmes pour pratiquer librement ce sport. Pour cet épisode, on s'est donc rendu chez Isabelle Colomba. Isabelle Colomba habite à Belleville, dans le 20e arrondissement, dans une rue très animée, où il y a pas mal de circulation et de commerce. C'est un des rares quartiers parisiens où il y a encore de la mixité sociale. Belleville abrite plusieurs mosquées, des foyers africains et un quartier chinois historique, mais aussi des bars branchés. J'ouvre. Oui, merci. C'est quel étage, s'il vous plaît ? C'est juste au premier étage. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. C'est avec plaisir. Vous allez voir, c'est pas très grand, vous n'allez pas vous beaucoup. perdre. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu cet espace, du coup, dans lequel vous habitez et dans lequel vous travaillez aussi ? Alors, moi, j'habite avec ma famille ici. On est une grande famille, donc on a 4 grands enfants. Ça veut dire qu'il a fallu trouver un espace pour chacun et par conséquent, je n'ai plus vraiment d'espace. Parce qu'avant, on habitait à la campagne, on avait plein de... Voilà. Et puis, de retour à Paris, il faut se serrer. Avec Isabelle Colomba, on s'est installé dans la cuisine lumineuse autour d'un pétrin, un meuble vintage qui lui sert de table à manger. On a discuté de la création et de la jeunesse de sa bande dessinée Les Combattantes. Isabelle Colomba, vous avez une formation de journaliste, donc vous avez l'habitude d'enquêter, de vous intéresser à des sujets qui sont parfois méconnus, mais qui sont très importants. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous en êtes venue à travailler sur ce sujet du combat des femmes pour pouvoir jouer au rugby ? Et pourquoi vous êtes intéressée à ce sujet en particulier ? Alors, d'abord, je me suis dit... donc c'est complètement par hasard, c'est puisque ma maison d'édition allemande m'a demandé un sujet sur le rugby et j'avais pas envie de parler des hommes. Donc j'ai cherché des femmes et c'est comme ça que j'ai découvert qu'on leur avait interdit de pratiquer le rugby, ce qui m'a révoltée. Là, ce matin, je lisais une interview d'un journaliste qui s'appelle Patrick de Saint-Exupéry, qui a travaillé justement sur le Rwanda, qui définit le métier de journaliste comme être journaliste, c'est être révolté. Donc moi, c'est fondamentalement comme ça que je me sens. Donc quand je commence à m'intéresser à un sujet, c'est souvent le sentiment d'injustice qui apparaît. Ça me révolte. Et parce que ça me révolte, j'ai envie de m'intéresser, j'ai envie de l'écrire, j'ai envie que les autres le sachent. Et les femmes, ces femmes-là, moi qui ne suis pas joueuse de rugby, je suis pas fan de rugby au départ, je trouvais ça insupportable qu'on ait pu interdire aux femmes la pratique du rugby. Donc effectivement, j'ai cherché plein d'informations sur ce sujet. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de choses. En fait, j'ai trouvé que ça apparaissait parfois comme si c'était normal. Ça pesantissait pas sur le fait que ça avait été difficile pour les femmes. C'est normal en fait que la vie des femmes soit difficile. C'est normal qu'il faille qu'elles se battent. Et ça, c'est quand même
et surtout en sport en fait. Et aussi parce que, alors moi je suis sensibilisée depuis très longtemps au fait que les femmes puissent faire de leur vie ce qu'elles aient envie. Sauf que je me suis aperçue que j'avais beaucoup écrit sur les hommes. Donc ça m'a un peu agacée. Mais voilà, donc ça c'est important aussi de raconter cette histoire des femmes en sport, parce que les féministes sont longtemps pas intéressées au sport. Or, c'est une bataille importante des femmes de pouvoir pratiquer le sport. Ça veut dire de pouvoir faire ce qu'elles veulent de leur corps, en fait. Le corps, c'est pas simplement la sexualité, c'est aussi pouvoir bouger, pouvoir sauter, pouvoir toucher. Voilà, c'est tout ça, le corps des femmes. Et Isabelle Colomba, grâce à votre bande dessinée, Les Combattantes, j'ai été très surprise d'apprendre donc que les femmes n'avaient pas le droit de pratiquer le rugby à partir de 1972, et ce jusque dans les années 80. Est-ce que vous pourriez nous replonger dans le contexte de ces années-là? Pourquoi à l'époque, les femmes avaient l'interdiction de jouer au rugby? Alors, les femmes, d'abord, pendant longtemps, elles ont joué au rugby dans les années 20, campagne de presse pas possible pour dire que c'était pas bien qu'une femme pratique le rugby. Et qu'est-ce qu'on disait à cette époque-là? Ah ben, on disait qu'elles étaient trop fragiles, hein, que ça abîmait leur corps, etc. Les mêmes choses qu'on a redit dans les années 60-70 et même encore, qu'on peut entendre parfois encore aujourd'hui. Et puis surtout, la femme, ça doit être une mère. Et si elle veut être une mère, il faut qu'elle fasse un peu de gymnastique, hein, qu'elle s'entretienne, mais que son corps soit complètement disponible pour la maternité. Donc, pour les hommes, ça semblait incompatible. Je dis les hommes, mais aussi quelques femmes qui avaient partagé cette opinion-là. Et donc, le rugby disparaît à la fin des années 1920. Et dans les années 60, en fait, il réapparaît parce que ce sont les hommes qui vont chercher les femmes. C'est-à-dire c'est des années incroyables, ces années 60, parce que c'est les années où on commence à démocratiser le sport. Le sport arrive à l'école, dans les collèges. Il y a aussi beaucoup plus de jeunes qui poursuivent leurs études au collège, au lycée, etc. Les femmes sont à l'école. Et donc, le gouvernement aussi a décidé de mettre les Français au sport parce qu'ils ont eu de très mauvais résultats aux Jeux Olympiques, etc. Et donc, il y a des installations sportives qui voient le jour. Et c'est ce contexte-là qui est intéressant parce qu'à un moment donné, il y a aussi une campagne contre la faim. On dit la jeunesse française doit participer et on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire venir les gens dans des stades, par exemple, dans des manifestations. Organisons un match complètement insolite. Et pourquoi pas des femmes qui joueraient au rugby. C'est tellement insolite. et les femmes qu'on va chercher sont souvent des sportives, hein, comme à Bourg-en-Bresse, c'est André Forestier qui est une judoka. Elle aussi, c'est une pionnière aussi du judo, parce que à ce moment-là, les femmes ne pratiquent pas le judo. Et on va chercher ces femmes qui pratiquent des sports collectifs et on leur dit est-ce que ça vous dirait cette expérience et, et elles disent oui. Et effectivement, le public vient nombreux parce que c'est fascinant de voir des femmes qui courent après un ballon ovale et que ça les fait beaucoup rire et du coup ils sont très généreux, ils participent, ils donnent de l'argent. Sauf que les femmes, elles se prennent au jeu en fait. André Forestier, elle me raconte, au début je me dis mais quand je vais faire du rugby, mais je connais pas les règles, comment ça va se passer et les joueurs de rugby lui disent t'en fais pas, on sera au bord du terrain, on te fera signe, on t'expliquera. Et elle dit, une fois que j'étais sur la pelouse, mais j'étais bien. J'étais tellement bien que j'ai voulu continuer et qu'on a voulu toutes continuer. Et que, voilà, alors on les invitait lors de fêtes de rugby d'hommes, parce qu'à chaque fois, c'était des attractions, un peu des bêtes de foire, hein, faut quand même dire ce que c'est. Et à un moment, elles ont eu assez d'être l'attraction. Et elles voulaient vraiment pratiquer ce sport. Et c'est ça un peu ce contexte et donc elles ont voulu pratiquer ce sport. La Fédération française de rugby n'a pas du tout voulu entendre parler d'elles parce que soi-disant dans les règles du rugby c'est un sport masculin et les règles internationales. Et elles n'étaient pas très nombreuses à vouloir pratiquer le rugby. En fait, elles étaient peut-être même pas 300. Et au gouvernement,
quand le secrétaire d'État au sport, à la jeunesse, Monsieur Marceau, le colonel Marceau, a entendu parler de ces femmes, s'est dit qu'il fallait mettre le holà tout de suite, en fait, avant qu'il y ait une épidémie. Et c'est comme ça qu'il a envoyé une directive en disant à tout le monde, au préfet, aux responsables du sport dans chaque région, surtout, ne mettez pas à disposition toutes les infrastructures sportives que des femmes pratiquant le rugby voudraient pouvoir utiliser. Donc c'était ça, on leur interdisait pas, on dit pas interdiction formelle, mais toutes les infrastructures sportives ne doivent plus être accessibles aux femmes qui pratiquent le rugby. Et ça va plus loin aussi, ça veut dire que les arbitres n'ont pas le droit de venir arbitrer des matchs. Donc ça rend impossible les matchs de rugby féminin. Il a fallu qu'il y ait des hommes, des arbitres parfois en fin de carrière, des hommes révoltés, pour qu'elles puissent quand même continuer à pratiquer le rugby. Et c'est très étonnant quand même parce que on se dit que dans les années 70, on est en pleine libération sexuelle. Ouais. Donc on est en 1972, 2 ans plus tard, l'usage de la pilule a été légalisé. C'est très étonnant quand même. Enfin, moi, j'ai été très étonnée quand j'ai appris qu'on avait interdit aux femmes dans les années 70 de jouer au rugby. Ben oui, et puis toujours avec ces mêmes arguments qu'on avait dans les années 1920, quoi, l'atteinte au corps, le fait que effectivement, ça serait pas très esthétique pour une femme de pratiquer le rugby. Je pense que alors c'est pas tous les hommes, mais en tout cas à la fédération et il y avait Albert Ferras qui était le président de la fédération, qui venait du Sud-Ouest et qui avait cette idée. Non, c'est pas possible. Il avait dit à Marie-Céline Bernard, donc pionnière en Saône-et-Loire, avec les coquelicots de Tournu, qui essayait, elle, de faire avancer les choses. Il disait, mais je comprends pas que vous alliez jouer dans le pré. Jouer dans le pré, ça c'était son expression. Il comprenait qu'elle puisse donner envie aux enfants, que les mères donnent envie aux enfants, à leurs garçons de pratiquer le rugby, mais les femmes en tant que telles, c'était pour lui inconcevable. Et les résistances ont été très très longues, même je pense qu'aujourd'hui encore, il y a certains hommes qui ne supportent pas les femmes qui pratiquent le rugby. Moi, quand j'ai discuté avec une femme que je trouve incroyable, qui est Annick Hérault, qui a été jusque l'année dernière la manager des équipes de France féminines, elle me disait, mais il faut qu'on continue, c'est pas fini en fait. Et je leur dis aux jeunes femmes d'aujourd'hui, aux jeunes joueuses qui sont dans le 15 de France, mais continuez. Et c'est pour ça que Annick Hérault a eu cette idée incroyable et je trouve tout à fait juste, régulièrement, avant les matchs, de faire venir des pionnières, rencontrer les joueuses du 15 de France pour qu'elles leur racontent cette histoire qui est la leur, celle de leur sport. Beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup de pratiquantes du rugby féminin ne savent rien de cette histoire, de ce combat que ça a été. Et que c'est toujours aussi, parce qu'il reste encore beaucoup de joueuses, la plupart des joueuses de rugby sont amateurs, et donc elles doivent concilier toutes ces vies-là. Et donc au sein même de la fédération, on voit bien, il y a beaucoup de résistance encore. Hein. Et puis on continue à vouloir avoir des joueuses de rugby qui soient mignonnes, hein, parce qu'il vaut mieux être jolie, il faut... Voilà. Et ce qui est incroyable, et moi ce que j'ai aimé en travaillant sur ce sujet, c'est que c'est la liberté à travers le rugby féminin qui est donnée aux femmes d'être ce qu'elles ont envie d'être, féminines ou pas, et de s'accepter aussi. Hein, elles ont pas toutes des tailles mannequins, puis cette idée que les femmes devraient toutes ressembler, certaines images que véhiculent les publicités, la télévision, les médias, etc. Dans le rugby, on peut être toutes les femmes, tous les corps possibles, et tous ces corps sont très utiles à une équipe. À différents postes. À différents postes. Et ça, je trouve que pour nous toutes les femmes, c'est très important dans nos vies, de savoir ça en fait, même si on ne pratique pas le rugby. On peut être différente, on n'est pas obligé de ressembler à ce que certains, beaucoup d'hommes, voudraient qu'on soit. Et d'être libre nous-mêmes avec nos corps, avec nos têtes, ça, je trouve que c'est très important. Ça fait maintenant 20 ans qu'Isabelle Colomba travaille comme journaliste freelance. Elle travaille chez elle et au quotidien,
Elle compose entre sa vie professionnelle et sa vie de famille dans son appartement parisien. Pour écrire sa bande dessinée Les Combattantes, l'autrice s'est exilée au dernier étage de l'immeuble dans lequel elle habite. On a 6 étages à monter. Et Isabelle Colomba, est-ce que vous pouvez nous dire où vous nous emmenez ? Alors là, on va tout en haut de l'immeuble, au 6e étage, là où j'ai vraiment passé beaucoup de temps pour Combattante. Donc, vous êtes prête à monter les 6 étages ? On y va. Ça va faire mon sport du matin. Bah oui, mais moi, c'est pas mal parce que quand on écrit, en fait, on est tout le temps assis. Et là, ça m'oblige à faire des allers-retours entre le 6e et le 1er étage. Donc c'est bien de faire un peu de sport pour pas avoir mal au dos. Donc voilà, c'est ici. C'est une petite chambre où se trouvent un bureau, un petit lit, une place et un Velux qui donne sur les toits de Paris et les nuages. Vous voyez, c'est tout petit. Je crois que ça fait même pas 10 mètres carrés. Donc, c'est une chambre de bonne, on est sous les toits. On est sous les toits, il y a une petite... un petit Velux. Ouais, un Velux qui donne sur les toits de Paris. Mais il y a une super vue. Ça, c'est chouette. Et bah oui, de temps en temps, moi, quand je fais une pause, je regarde par la fenêtre. Là, ce que j'aime, en fait, c'est d'avoir le ciel. Alors là, le ciel est tout gris aujourd'hui. Mais je me souviens de ciel bleu pendant que j'écrivais. Et c'était plutôt agréable. Oui, il faut que je répète mon souffle. Et donc, là, j'aime bien parce que quand je venais ici, je pouvais m'étaler et laisser mes affaires traîner. Et ça, c'est important parce que j'avais quand même beaucoup de documents que j'avais pris, ou même des choses toutes simples, les palmarès des clubs ou les résultats de l'équipe de France. Et donc, j'aime bien parce que là, je me sens tout près du ciel, là. c'est agréable, cette sensation d'être comme dans un nid ou comme dans un arbre. Vous savez, quand vous faites une cabane, enfant, moi, c'est ce sentiment que j'avais, c'est d'être dans ma cabane et de savoir mes enfants et ma famille en bas, en bas de l'immeuble, pendant que moi, j'écrivais. Puis, en général, comme il faut monter 6 étages, j'étais rarement dérangée. Je pense que le travail d'auteur, c'est aussi d'être un peu à l'écart. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être dans l'action. Par exemple, j'avais été à Bobigny voir du rugby féminin, etc. Donc, voir les matchs. Ou quand j'étais à Toulouse aussi, voir l'équipe de France, etc. Mais après, une fois que vous avez amassé tous ces témoignages, toutes ces informations, vous avez besoin de prendre du recul. Et donc, ce que j'aime bien dans cette petite pièce au 6e étage, c'est que je prends du recul physiquement. Je monte ces étages, j'arrive un peu essoufflée. Il faut que je me pose et je me déconnecte de ma réalité, de toutes les rencontres que j'ai faites. J'ai fait des interviews quand même ici aussi. Je me rappelle Gaëlle Mignot, je l'ai interviewée ici, Annie Quérault aussi. Et j'aime bien être à l'écart. Moi, ce sentiment-là est très, très agréable, très plaisant d'écrire et de se sentir à l'écart des autres. Et alors, dans Les Combattantes, vous livrez un récit de cette pratique féminine portée par plusieurs générations de femmes qui ont lutté donc pour pratiquer ce sport, former des équipes, organiser des compétitions. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous vous êtes documentée pour ce sujet ? Donc, vous l'avez dit au début, vous étiez sur votre ordinateur, vous avez fait plein de recherches. Et comment ça s'est passé ensuite ? Après, très vite, en fait, je les ai appelés. Parce que je me suis dit, tiens, je fais un livre sur une histoire. Et en fait, ces témoins de cette histoire, elles sont vivantes. J'ai pas besoin d'aller chercher des archives. Elles sont là, elles ont l'âge d'être ma maman. Et donc, très vite, je les ai contactées. Et par téléphone, ça, je peux dire déjà que ça a été un coup de foudre pour ces femmes. J'ai trouvé une énergie, une générosité, une envie de partager cette histoire. Et même si moi, je n'étais pas une spécialiste, parce que
Je sais qu'en ayant été journaliste, en ayant couvert certains sports, quand vous n'êtes pas membre du sérail, on vous regarde un peu de haut. Surtout dans les services sport, qui sont quand même encore aujourd'hui très masculins, même si ça a évolué un peu. Ouais, c'est quand même très très cloisonné. Et là, je me suis retrouvée avec des femmes, je leur ai expliqué, moi je débarque un peu, etc. Et non, c'était pas, ça les gênait pas, que je leur pose des questions peut-être parfois stupides. Et ça, c'est quand même un grand bonheur quand vous voulez écrire un livre et que des gens sont là, ont envie de raconter leur histoire. Et peut-être qu'elles avaient aussi envie de raconter leur histoire parce qu'on ne leur a pas souvent demandé, en fait. Voilà. Et donc, ça a été des longs entretiens d'abord au téléphone, parce que j'ai quand même contacté beaucoup de femmes pour cette BD. Parfois, ça a été plus juste par écrit, des échanges comme ça, mais en général, je leur ai quand même beaucoup parlé. Je les ai même rappelés. Je leur ai renvoyé des messages. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Est-ce que vous pouvez me préciser, hein? Non. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, je suis allée les voir. Et là, ça a été encore plus génial parce qu'en vrai, elles étaient encore mieux que ce que j'avais pensé. Et puis parce que ce qui est formidable, on le sait, le côté rugby, un peu l'image, même pour les hommes, convivial. Mais les femmes qui pratiquent le rugby, en plus, elles sont vraiment drôles. Donc, on a beaucoup ri. D'ailleurs, je pense souvent, c'est ça, quand les gens ont dû se battre, souvent, ils ont de l'humour et un peu de recul sur eux-mêmes, capables de rire aussi d'eux-mêmes, pas seulement des autres. Hein. Et donc, ça c'était incroyable. Donc, voilà, ça a été 2 temps. Mais effectivement, pour après bâtir la bande dessinée, je me suis appuyée sur tout ce que j'avais vu avec elles, entendu, tout ce qu'elles m'ont dit. Et voilà, c'est l'essentiel de ma matière, en fait. Est-ce que vous pourriez nous présenter quelques-unes de ces pionnières ? Alors, je pense tout de suite à Marie-Céline. Marie-Céline, elle, sa couleur, pourtant, elle jouait... avec les coquelicots, mais elle, je la vois en rose parce que la fois où je suis allée la voir, elle avait un joli pull rose, elle est toute fine, elle a mené sa vie comme ça, très, très déterminée. Elle n'a pas d'enfant, elle est restée célibataire. Ce que j'aime chez elle, vraiment, c'est sa passion, c'est-à-dire intacte aujourd'hui. Et c'est une dame qui a plutôt 70 ans. Elle pratique aussi l'athlétisme, toujours. Elle est toujours une éducatrice de rugby. Et c'est elle qui, à chaque fois, allait voir Albert Ferras, le président de la Fédération française de rugby, pour essayer de le convaincre, lui dire « mais ouvrez la porte aux femmes, quoi. C'est pas possible, vous pouvez pas les laisser comme ça dehors. C'est votre intérêt. » Elle lui a fait comprendre que c'était son intérêt d'homme à laisser la place aux femmes. Parce que le rugby masculin pouvait se développer aussi si les femmes étaient là. C'est intéressant, cette idée. Il y a André Forestier à Bourg-en-Bresse. Elle, c'est vraiment donc la première. On va dire que le club de Bourg-en-Bresse, les Violettes, c'est le premier club de rugby féminin en France, mais dans le monde. Hein. Elle vit avec une autre pionnière qui s'appelle Odette Desprats. Elles vivent dans le sud-ouest maintenant, à Auch, mais avant, donc elles étaient à Bourg-en-Bresse. Et André, c'est une femme qui pour moi incarne vraiment ce parcours des femmes qui ont dû lutter pour exister, pour être elles-mêmes, et qui étaient déterminées à pourquoi les hommes ont le droit de faire de la compétition et pas nous, les femmes. Déjà en judo, puis après en rugby. Et elle disait, mais moi, les critiques des autres, ça me laisse indifférente. Moi, j'aime ça, j'ai envie de le faire et je le fais. Et c'est marrant parce que quand je l'ai vue la première fois, je me dis, mais elle n'est pas du tout comme j'avais imaginé. C'est une femme très douce. Et comme quoi, on peut avoir aussi, même soi-même, des préjugés et des idées toutes faites. Et puis, évidemment, il y a aussi Émilienne. Émilienne, c'est un autre style. Elle s'est mariée avec un homme qui, à un moment, lui a demandé d'arrêter le rugby parce que ses copains se moquaient de lui. Et puis, finalement, cet homme a été assez généreux et assez grandiose pour dire « Je vois bien que ça te rend malheureuse.
reprends le rugby, surtout vas-y. Et tous les deux, ils ont la passion, mais quand on discute avec eux, lui reconnaît que c'est sa femme la plus passionnée des deux. Donc voilà, c'est des gens qui ont, vous voyez, des parcours différents, des vies personnelles différentes et qui comptent beaucoup pour moi en fait. Parlons un peu des dessins qui sont signés Sophie Buxbaum. Ils sont très colorés, très graphiques, très joyeux. Est-ce que c'était important pour vous de les représenter comme ça, vos combattantes ? Ah oui, ça a été avant qu'on rencontre Sophie, qu'on lui propose le projet avec Isabelle Plourtic, l'éditrice d'Actes Sud Jeunesse. Il y avait cette idée, effectivement, qu'il fallait un dessin qui soit joyeux, qui soit pétillant, en fait. Et parce que les femmes qui pratiquent le rugby, elles sont comme ça, en fait. Et c'était un peu difficile au début. D'ailleurs, moi, j'avais juste une hantise et j'avais dit à Sophie, il faut quand même qu'on les reconnaisse bien pour leur rendre hommage, même si elles c'est pas des figures très connues du grand public. C'est pas Michel Platini ni Yannick Noah. Donc, mais voilà, c'est important qu'on les reconnaisse quand on a, par exemple, Fanny Horta, une grande joueuse de rugby à 7. J'ai envie qu'on la voit. Nathalie Amiel aussi, grande joueuse de rugby à 15. C'est important parce que longtemps, les jeunes pratiquantes de rugby avaient des posters de garçons dans leur chambre. C'est assez récent que les filles ont dans leur chambre des posters de joueuses de rugby féminines. Et donc, ça aussi la représentation de ces femmes. Faire en sorte... Moi, je pense que quand qu'on écrit un roman, un documentaire, une BD, c'est essayer de rendre visible ce qui n'est pas. Donc, dans une BD, a fortiori, c'est encore plus important, c'est vraiment le but. Et moi, j'avais envie de ça, quelque chose qui soit bondissant. Et je pense que le dessin de Sophie, pour ça, rend bien cette idée de quelque chose de vivant, de vivant et de joyeux. Et est-ce que, Isabelle Colomba, vous avez en tête une planche qui cristallise tout, que vous adorez en fait dans cette BD, qui cristallise toute l'essence de cette BD et que vous pourriez nous décrire ? J'aime bien comment Sophie a raconté la Coupe du Monde 2014, qui a vraiment été la Coupe du Monde qui a fait connaître le rugby féminin en France, parce qu'elle se jouait à Marcoussis, donc à côté de Paris. J'aime bien aussi quand même à la fin, vous voyez, on a fait en sorte de montrer les pionnières qui ont assisté à la victoire de l'équipe de rugby à 7 aux Jeux Olympiques de Tokyo. J'aime bien les voir, là, elles sont là, vous voyez, elles sont telles quelles, c'était important de les voir. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur la peur de faire quelques erreurs factuelles, ce qui peut tout à fait arriver quand on travaille sur un sujet assez vaste. Est-ce que vous n'aviez pas cette peur aussi, en adaptant des récits de femmes qui ont existé, et qui existent toujours, qui sont encore parmi nous, de les trahir quelque part ? Vous savez, on dit toujours qu'adapter quelque chose, c'est un peu trahir. J'avais peur de pas être juste. Alors, c'est un peu pareil, vous allez me dire, de trahir, d'être juste. En fait, parce que aussi, parfois, c'est la difficulté du témoignage. Jusqu'au bout, il m'est arrivé de modifier soit des bouts de dialogue, soit des scènes, parce que en rediscutant avec l'une ou l'autre, je me suis dit qu'il fallait que je sois plus précise ou que j'écrive l'histoire un peu différemment. Mais trahir, c'est aussi... C'est pas forcément trahir, c'est que être auteur, être autrice, c'est choisir. Et donc, les choix qu'on fait ne sont pas toujours compris. Je pense que comme j'ai tellement discuté avec ces femmes, elles ont tellement occupé ma tête et ma vie pendant de longs mois, je pense être arrivée à être le plus juste possible par rapport à elles. Donc elles n'ont pas eu de reproches, en tout cas elles ne les ont pas exprimés. Et simplement, il y a des personnages que j'ai pas mis. En fait, c'est ça qui m'embête le plus. C'est pas pour celles qui sont dans le livre, il y a certaines que j'ai pas racontées en fait. Et ça veut pas dire qu'elles ont moins d'importance. Mais je suis obligée de faire des choix.
Et c'est ça qui, pour moi, c'est toujours un peu douloureux, surtout quand j'ai bien aimé ces rencontres, que ces rencontres ont été importantes pour moi. Elles ont joué un rôle dans le rugby et j'ai pas su leur mettre donner une place dans ma BD. Ça m'embête beaucoup. Voilà. Et Isabelle Colomba, justement, ces rencontres qui vous ont beaucoup marqué, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ces rencontres et ce travail de création de bande dessinée vous a transformé, peut-être professionnellement et aussi en tant que femme? Alors, moi, je pense de toute façon, à chaque fois que je fais un livre, c'est une expérience qui agit sur ce que je suis, forcément. Le rugby féminin, c'est aussi une façon de découvrir ce que c'était, de raconter cette histoire, de rencontrer ces femmes. C'est une façon aussi de lutter contre mes propres préjugés. Parce que même si on se dit, on espère être ouvert, curieux des autres, en fait, on a quand même des idées toutes faites parfois sur certaines choses. Donc sur le rugby féminin, je ne savais pas qu'il existait, je ne pouvais pas avoir vraiment d'idées toutes faites, mais en fait, ça m'a convaincue de deux choses. Un, de se laisser happer par les surprises. En fait, l'imprévu est très intéressant. Et de plus en plus, l'improvisation, finalement. Quelque chose, vous sentez vaguement, vous avez une intuition de quelque chose, vous y allez, mais vous n'avez pas vraiment de raison objective. Et vous vous laissez surprendre. Donc ça, c'est quelque chose qui conduit mon travail d'autrice et de femme aussi, parce que dans la vie, je m'aperçois que c'est ce que j'aime de plus en plus chaque jour, des choses qui ne sont pas attendues. Voilà. Et en tant que... Et aussi d'aller au-delà, c'est ce que j'essaye de faire, d'au-delà de mes propres barrières. C'est-à-dire, et ça, le rugby féminin, les femmes qui pratiquent le rugby féminin, il y a certaines barrières qu'elles n'avaient pas et que moi, peut-être, j'ai encore. Et ça m'aide à aller au-delà. Voilà, ça, c'est très important. Mais c'est vrai que c'est ça qui est incroyable. On croit qu'on écrit un livre qui va apparaître en librairie, etc. C'est bien, c'est un bel objet. Il est beau, hein, cette BD est très belle. Mais en fait, ça va au-delà. Ça imprime des choses dans nos têtes, dans nos corps, qui nous construisent en tant que personne. Et moi, ça me pousse à être encore plus libre dans ma vie de femme. Isabelle Colomba, je vais vous poser une question que je pose à tous les invités de ce podcast. Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'est un bon auteur de bande dessinée pour vous? Alors d'abord, ça c'est difficile parce que je pourrais plutôt dire ce qui me semble l'idéal pour moi en tant qu'autrice. D'abord, c'est d'essayer de raconter une histoire. Mais en fait, c'est le même travail quand j'écris un roman. C'est d'écrire une histoire qui a un début, où il se passe des choses, et même si c'est du documentaire et qui aboutit à quelque chose, à un résultat, où la fin permet souvent de comprendre, en fait, ce qui s'est passé avant. Donc ça, c'est pour moi, c'est important de faire en sorte que la fin, elle permette, voilà, de donner une cohérence à tout un récit. Mais c'est vraiment une question piège parce que moi, d'abord, c'est ma première BD, même si j'ai écrit d'autres BD pour l'éditeur allemand pour lequel je travaille dans un autre contexte. Mais je dirais plutôt ce que j'aime, moi, dans les BD des autres, en fait. Parce que ce que j'aime dans les BD des autres, c'est effectivement, mais comme dans tous les livres, c'est d'être emmenée dans une histoire et de me sentir concernée par quelque chose qui, a priori, ne devait pas me concerner. Ça, si on peut réussir à faire ça, si en lisant Combattantes, des gens qui sont a priori pas fascinés par le sport ou par le rugby, la lisent et se disent « Tiens, ça m'a amené vers quelque chose vers lequel je voulais pas forcément aller, mais ça me rend un peu moins fermé, un peu plus ouvert ou plus riche. » Voilà, je trouve ça, c'est formidable. Merci beaucoup Isabelle Colomba, merci pour cet entretien et merci de nous avoir reçus chez vous. Eh ben, merci à vous. Merci à Isabelle Colomba d'avoir été l'invitée de cet épisode de Mémoire en case. J'ai écrit et incarné ce podcast.
Il a été produit par Johanna Bondou pour le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et parrainé par l'Institut René Goscinny. Adrien Leblond s'est occupé du montage et du mixage. Morgane Mabi est l'assistante de production. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager autour de vous.